Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme de Télé et de suivre cette édition. Hans-Peter Schadek, chef de la délégation de l'Union européenne, a été reçu ce matin par le Premier ministre chef du gouvernement. Le diplomate européen en fin de mission est allé faire ses au revoir à Brigitte Raffini. La valeur de la construction du nouveau hôpital général du Niger, la signature de convention pour la construction a eu lieu ce matin entre le ministre de la Santé publique et une délégation de la République populaire de Chine au Niger. Les détails avec Khadijatou Zada et Sani Issouf. Cette cérémonie marque la signature de convention pour la construction d'un hôpital général au Niger d'un montant de 27 milliards de francs CFA par la République populaire de Chine. D'une capacité de 500 lits, le contrat de concession du projet de construction de cet hôpital a été signé le 1er août 2012 entre l'Institut d'études d'architecture du Wuhan et le ministère de la Santé publique. Cette signature de convention s'est déroulée en présence de la délégation de la République populaire de Chine qui s'est dit prête pour la construction de cet hôpital de référence au Niger. Nous sommes très contents et très honorés de faire ce projet de travaux pour construire un hôpital de 500 lits. Et aussi, c'est vraiment un grand projet pour la partie chinoise et la partie nigérienne. Donc, nous connaissons déjà les efforts, la contribution de la République populaire de Chine pour le développement de notre pays. C'est aujourd'hui l'occasion, au nom du président de la République, de les remercier et de dire aussi que la partie nigérienne, que le Niger, assumera, conformément au contrat, sa part de responsabilité dans la construction, dans la mise en œuvre de ces projets. La cérémonie officielle de lancement des travaux de construction de l'hôpital aura lieu le mardi 1er octobre 2013 derrière la gendarmerie nationale sur la route de Walam sous le haut patronage du président de la République chef de l'État, Issoufou Mahamadou. Et le ministre de la Santé publique a également effectué des visites inopinées à la maternité Isaka Gazobi, à la maternité et à l'hôpital poudrière de Niamey. Objectif s'enquérir de conditions de travail des agents ainsi que l'état des matériels. Khadijatou Zada et Sani Issouf. Assurer les prestations gynéco-obstétricales, néonatales et postnatales du niveau tertiaire et des activités de planification familiale, assurer la protection fœto-maternelle, assurer les références et contre-références, telles sont entre autres missions de la maternité Isaka Gazobi de Niamey qui a reçu la visite du ministre de la Santé publique ce matin. La maternité créée en 1929 dans le cadre de l'hospitalisation forcée à l'époque des femmes en grossesse jusqu'au 7e jour après l'accouchement. L'exiguïté des locaux, le retard dans le remboursement des gratuités, l'insuffisance cruciale de sang et de ses dérivés, l'insuffisance du personnel en quantité et en qualité ont été relevés comme problème majeur au ministre Mano Agali qu'accompagne une forte délégation. La maternité et l'hôpital poudrière ont été également visités ce matin par le ministre en charge de la santé publique. Plus de 1270 césariennes sont enregistrées pour cette année 2013, soit 10 césariennes et 25 accouchements par jour. L'exiguïté des salles et l'insuffisance du personnel ont été également relevées au ministre de la Santé publique. Chaque malade veut aller à la maternité centrale Isaka Gazobi, mais la capacité de cette maternité est limitée. Il faut qu'on le sache. J'appelle donc les agents, les formations sanitaires, à traiter à leur niveau tout ce qu'ils peuvent prendre en charge dans les meilleures conditions. De ne référer les cas que quand c'est vraiment hors de leur portée, ils ne peuvent pas apporter les soins nécessaires. J'appelle aussi les agents à continuer de travailler, à être assidus, à être à l'écoute. C'est leur métier, de continuer à aimer ce métier et de les pratiquer même si les conditions des fois ne sont pas remplies. Le ministre de la Santé publique Mano Agali a tenu à remercier, féliciter et encourager ses infatigables agents de santé. La France a accordé à notre pays cet après-midi même une aide alimentaire estimée à 300 000 euros
un peu plus de 190 millions de francs CFA entrant dans le cadre du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires. C'était lors d'un protocole d'accord signé entre la ministre déléguée au ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur et l'ambassadeur de France au Niger, Gérard Abdelaziz Mahamadou Adamou. La France vient à nouveau en appui aux populations vulnérables au Niger. Ce vendredi après-midi, elle a accordé une aide alimentaire de 300 000 €, soit environ 197 millions de francs CFA. Par ce type d'appui, la France souhaite exprimer sa solidarité avec le Niger dans les moments difficiles. Mais plus concrètement, depuis 2005, notre souhait a toujours été d'apporter aux personnes vulnérables une aide répondant à leurs besoins. Outre ces objectifs, la France prête une attention croissante à la qualité de la réponse proposée, à son adaptation par rapport au contexte et surtout à son aptitude à s'intégrer dans une dynamique de développement local durable. Et c'est ici tout l'enjeu de la résilience et de l'initiative 3N que nous accompagnons. Le projet dont la signature nous réunit aujourd'hui s'inscrit totalement dans cette dynamique. Ce protocole vient officialiser un appui de 197 millions de francs CFA pour l'achat de céréales dès cet automne auprès des producteurs locaux. Cette aide fait suite à celle octroyée en mars 2011 d'un montant d'1 500 000 € dans le cadre du soutien de la France au dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires. Je voudrais, après la signature de cet important accord, féliciter et remercier le gouvernement français pour son appui constant au gouvernement et au peuple nigérien dans l'effort de lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Je vais vous rassurer que cette aide sera utilisée conformément au plan de soutien à apparaître fin 2013 et en conformité avec les décisions du cadre restreint de concertation pour les opérations de distribution gratuite ciblée ou de vente à prix modéré ou de toute autre intervention du dispositif permettant aux personnes les plus vulnérables de bénéficier d'un soutien sous forme alimentaire. Cette nouvelle contribution porte à 1,9 milliard de francs CFA le montant engagé par la France dans le cadre de l'atténuation des crises au Niger cette année. Elle va permettre au pays qui a connu cette année encore des inondations ayant occasionné, entre autres, des pertes de culture, de mieux faire face à la situation. Et restons au ministère des Affaires étrangères pour annoncer que la ministre déléguée, Mme Sani Mariama Moussa, a décoré de la médaille du commandeur de l'Ordre du Mérite du Niger cet après-midi le représentant résident de l'Union européenne sortant, Hans-Peter Schadek. Nous y reviendrons demain. La ministre des Enseignements secondaires a quant à elle procédé ce matin au lancement de la deuxième et dernière opération d'acheminement des fournitures et manuels scolaires sur le territoire national. Le coup d'envoi de cette phase, qui concernera les régions de Maradi, Tillabéri, Tawa et Niamey, s'est déroulé en présence du ministre en charge des enseignements supérieurs et des partenaires sociaux de l'éducation à côté Ouagalassan, Maria Madakou. Après Difa, Zender et Agadez, c'est au tour des établissements d'enseignement secondaire des régions de Maradi, Tawa, Dosso, Tillabéri et Niamey de voir leurs fournitures et manuels scolaires acheminés. Cette deuxième et dernière phase, qui concernera uniquement les lycées de ces différentes régions, vise à doter les élèves des kits leur permettant de passer une bonne rentrée scolaire. On a pris des dispositions, comme vous le constatez, les camions vont quitter aujourd'hui. Et c'est pour ça justement qu'on avait bien voulu faire le premier envoi pour les régions reculées. Donc, Inch'Allah, d'ici 2 jours, les fournitures seront réceptionnées. Et des dispositions ont été prises aussi au niveau des régions pour qu'elles soient mises en place au niveau des différentes localités. Et je profite pour préciser, en fait, on a déjà envoyé des fournitures pour les collèges, donc cet envoi concerne uniquement les lycées. C'est le lieu ici de remercier d'abord le président de la République, son Excellence M. Mohamed Issoufou, mais aussi le Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini, qui nous ont bien, en tout cas, aidés à être en possession de ces fournitures pour assurer une rentrée effective des enfants. Avec une meilleure prise en compte de leurs plateformes revendicatives, les partenaires sociaux de l'éducation, à savoir les enseignants, s'engagent pour une rentrée scolaire réussie. Nous, en tant qu'enseignants, nous ne dirons pas que nous sommes prêts ou nous ne sommes pas prêts pour une rentrée scolaire. Tant que l'État fixe la rentrée scolaire, nous ne voyons pas d'inconvénient. Peut-être la seule chose, c'est peut-être de savoir
est-ce que les dispositions au niveau partenarial sont réunies? Il faudrait souligner qu'en plus de la commande traditionnelle du gouvernement, cette année, le ministère des Enseignements secondaires a bénéficié de plus de 35 000 œuvres littéraires et scientifiques à tout niveau confondu de l'ONG française Bouquin Volant afin de contribuer à relever le niveau des élèves. Une façon de dire que tout est fin prêt pour une rentrée scolaire réussie. Dans le même cadre, à Maradi, les préparatifs de la rentrée scolaire 2013-2014 sont très avancés. Les salles de classe construites dans le cadre du programme de renaissance du président de la République ont eu comme impact la fréquentation des établissements scolaires, rehaussant du coup le taux brut de scolarisation. Sahabi Oumarou, Sidiko Abdou. Comme toutes les autres directions régionales de l'éducation, celle de Maradi comprend 16 inspections, plus de 2700 écoles primaires, dont 61 bilingues et une école normale des instituteurs, ainsi que des secteurs pédagogiques. Maradi compte plus de 10 000 enseignants, dont 7 677 enseignants contractuels. Le taux brut global de scolarisation est passé de 80,3% en 2011 à 82,70% en 2012, soit une progression de plus de 2%. Ce taux a été obtenu grâce à la construction des salles de classe dans toute la région dans le cadre du programme du président de la République. Notre région a bénéficié en 2011 de 203 classes sur fonds PPTE. Ils sont toutes réalisées et de 444 classes en 2012 qui pour la plupart sont en réalisé ou en voie de l'être. Et bien entendu, pour le programme 2013, nous avons déjà lancé la construction aussi de 400 classes, sans compter les différentes classes qui sont construites par nos principaux partenaires. Je vais citer ici le PAC, l'UNICEF et bien d'autres. Donc tout ceci a fait que les conditions de travail des élèves et des enseignants se sont nettement améliorées. Et du coup, nous avons pu boucler l'année avec moins de soucis. La construction, l'équipement et le recrutement des enseignants ont beaucoup contribué à améliorer les conditions de travail des élèves et enseignants en rendant le temps de classe effectif et en les mettant à l'abri des intempéries, ce qui a eu un impact considérable sur la scolarisation des élèves dans la région. L'école de Bakwassa, créée en 2002, se trouve aujourd'hui avec 6 classes construites en matériaux définitifs. C'est un ouf de soulagement pour la communauté de N'Issa. Ça a permis de mettre à l'abri 410 élèves qui étaient sous paillotte. Et voilà, à nos jours, grâce à ce fameux programme du président de la République pour la renaissance du Niger, ces enfants-là se trouvent être mis à l'abri. Ça a beaucoup contribué à la scolarisation des enfants. ina ji yanzu ma mun yi kiran taro duk wanda ke da dan lakwal wanda za a sa lakwalkin mu kanka mu mun ga karin tunda muka yi wa lakwalkin tunda lakwalkin ta zo gaskiya mun ji dadi wallahi alhamdulillah. La région de Maradi est l'une des régions où les parents étaient réticents à envoyer leurs filles à l'école. Mais grâce à une campagne de sensibilisation et à l'amélioration des conditions de travail des élèves et enseignants, la tendance est en train de changer. Nous avons mis en place des brigades de bonne conduite appelées BBC pour la sensibilisation des populations. Nous réunissons les acteurs concernés par la question avant chaque séance de sensibilisation pour faire le point de ce qu'il faut expliquer aux populations. C'est comme ça que nous avons réussi à faire comprendre aux familles d'accepter d'envoyer leurs enfants à l'école, surtout les jeunes filles. Et cela a marché. À l'instar des autres régions du pays, Maradi se prépare pour réussir la rentrée scolaire 2013-2014. Pour le cas de cette année, la région de Maradi est en train de former 630 enseignants. Et les affectations au niveau local, au niveau régional sont terminées. Au niveau national, elles sont en voie de l'être. Et les fournitures, nous avons été saisis. Nous parviendrons incessamment et je pense que la première semaine d'octobre, nous pouvons faire tranquillement la rentrée. En plus de cela, 630 enseignants contractuels suivent une formation en renforcement des capacités dans le cadre des préparatifs de cette rentrée 2013-2014. Au niveau de la capitale, le gouverneur de la région de Niamey a procédé ce matin à la réception
d'importantes quantités de fournitures scolaires. L'acquisition par l'État de cet important lot de fournitures permettra de démarrer l'année scolaire 2013-2014 dans de bonnes conditions d'études notamment. Abba Moussa Touman, Issoufou Sameda. L'important tonnage, 193 tonnes 275 de fournitures scolaires réceptionnées par le gouverneur de la région de Niamey, prouve aussi besoin et de la détermination du gouvernement de tout mettre en œuvre pour une bonne rentrée scolaire. La quantité de fournitures réceptionnées dépasse de loin celle de l'année dernière. À titre illustratif, ce sont 159 954 cahiers de 48 pages qui ont été réceptionnés cette année contre 96 384 l'année dernière. 164 506 cahiers de 32 pages contre 142 560, 57 346 cahiers de 100 pages contre 15 360. Il en est de même pour les bics, les crayons et autres. À l'évidence, avec tous ces moyens mis en œuvre, tout est fin prêt pour cette rentrée, comme le confirme le gouverneur Hamidou Garba. Nous avons constaté, avec beaucoup de soulagement, que les fournitures, en tout cas, sont livrées au niveau donc, de ces magasins-là. Et nous avons même fait mieux, parce que nous avons comparé un peu les fournitures donc, livrées l'an dernier et par rapport aux fournitures livrées cette année. Donc, c'est des chiffres qu'on ne peut même pas comparer. Et ceci dénote, si vous voulez bien, de la volonté donc de l'État à respecter ses engagements, donc d'améliorer l'école nigérienne, la qualité de l'école nigérienne. Et vous avez vu, au niveau du Conseil régional de l'éducation, au niveau du Conseil national de l'éducation, nous l'avons dit et nous l'avons répété, que nous voulons, notre vœu, c'est que l'école nigérienne retrouve ses repères. Il est vrai que pendant quelques années, il y a eu beaucoup de perturbations liées des fois à des incompréhensions. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où l'État est en train de poser ce genre d'actes qui concourent en tout cas à l'amélioration de la qualité de l'enseignement du public, il nous appartient, nous aussi les acteurs de l'éducation, donc parents d'élèves, COGES, élèves, qu'on prenne conscience et qu'on essaie vraiment de regarder dans le bon sens. La ministre déléguée au développement industriel poursuit quant à elle ses visites entamées depuis une semaine dans les différentes unités industrielles. Ce matin, elle a visité 3 entreprises de la communauté urbaine de Niamey pour s'imprégner de leur fonctionnement et des conditions de travail des employés. Les détails avec Djouari Isaka et Séné Hamani. La société de distribution de gaz, Ganigaz, a été la première à être visitée. Elle commercialise le gaz butane par remplissage de bouteilles de 12 kg et 6 kg. Cette visite a permis au docteur Kafara Kiatou Christel Jakou et sa délégation de voir le fonctionnement. Le gaz qu'il offre aux fonctionnaires, et ils peuvent se le procurer sur plusieurs mensualités, ce qui est vraiment une chose importante dans notre pays où l'on sait que la désertification avance à grands pas. Ça permettra aux foyers d'acquérir un instrument qui va leur permettre de ne plus utiliser du bois de chauffe. Niger-Lait, deuxième entreprise visitée, c'est une unité de production laitière et elle est la première certifiée ISO 9001 depuis 2006. Elle a une capacité de production de 55 000 litres jour. Niger-Lait est au service des populations par la fabrication de produits laitiers à haute valeur nutritionnelle. Un solide équipement et constitue de nos jours une source de richesse. Elle emploie 118 personnes, mais selon la responsable, les contraintes font qu'elle n'arrive pas à s'exprimer valablement. La boulangerie Al-Hamdoulillah fut la dernière étape de la journée. À vocation pâtissière, elle produit et distribue du pain. Le responsable a présenté à la délégation son entreprise. Cette unité vient d'acquérir un four de haute gamme. Selon le responsable de la boulangerie, il pourrait bien équiper toute son unité en matériel, mais les lourdeurs administratives et le manque d'exonération l'empêchent. Les problèmes évoqués sont pratiquement les mêmes, vous savez. Ils tournent généralement autour des questions liées aux approvisionnements, c'est-à-dire qui résultent le plus souvent de la rareté même de la matière première au plan international. Et ces problèmes touchent également les questions de fiscalité et des questions de procédure en matière administrative. Toutes choses que nous allons effectivement discuter profondément au cours d'une réunion de synthèse qui sera tenue à l'issue de toutes ces rencontres-là, Inch'Allah. Cette réunion va concerner non seulement les opérateurs économiques industriels que nous avons rencontrés, que nous allons rencontrer au cours de toute cette première phase,
Et en face d'eux, nous aurons effectivement les représentants de toutes les administrations concernées. C'est au niveau de la boulangerie que la visite du ministre délégué au développement industriel et sa délégation a pris fin et rendez-vous est pris pour d'autres unités industrielles. Le guide d'élaboration des plans de développement régional PDR fait l'objet de validation depuis hier à Africa Hall de Niamey avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. L'ouverture de l'atelier a été présidée par la ministre déléguée chargée de l'aménagement du territoire et du développement communautaire en présence de plusieurs membres du gouvernement. Je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait de son intervention. Conformément à sa mission d'appui aux collectivités territoriales en matière de gestion décentralisée du développement, le ministère du Plan, de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire a engagé un processus en vue de mettre au point une méthodologie d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi et évaluation des plans de développement régionaux. Ce cadre méthodologique national, élaboré de façon participative avec l'apport des acteurs nationaux, régionaux et des partenaires du Niger, servira de cadre référentiel commun pour la planification à l'échelle régionale. Dans la forme envisagée, l'élaboration des plans de développement régionaux constituera un tournant important dans l'histoire du développement local au Niger, dans la mesure où elle permettra aux acteurs locaux d'adapter la vision nationale du développement aux spécificités de leur espace, de leur population, leurs contraintes et leurs ressources locales, entre autres. Pour conforter cette option, la feuille de route pour la mise en œuvre du PDS 2012-2015 a retenu le plan de développement régional comme un des instruments de mise en œuvre au niveau des régions. Vous aurez ainsi saisi la portée de l'enjeu et mesuré le degré de responsabilité des uns et des autres dans un tel processus. À cet égard, je voudrais indiquer que le guide d'élaboration des plans de développement régionaux constituera également un instrument de promotion du dialogue entre acteurs et contribuera à clarifier les rôles des uns et des autres. Par cette valeur ajoutée, il ne diluera le pouvoir d'aucun acteur, mais contribuera plutôt à le renforcer en faisant désormais de la région un espace de planification globale du développement où toutes les actions coordonnées des différents acteurs pourraient induire des transformations qualitatives. Sur le plan militaire, le chef d'état-major des armées, le général de division Seyni Garba, poursuit sa mission de travail à l'intérieur du pays. Il était hier à Tawa où il a effectué des visites dans les différentes casernes militaires. Asma Tidjani, Yazirabiou. Après Agadez, le chef d'état-major des armées, le général Seyni Garba, était hier l'hôte de la population de Tawa. Il était accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur de la région Salifou Barmo, les autorités administratives et les éléments de forces de défense et de sécurité avec tous les honneurs. La 421 compagnie de commandement et de service. Mes devoirs, mon général. L'objectif de sa mission est de constater de visu l'état d'avancement des travaux de construction des infrastructures Flinklock. Mon déplacement ici à Tawa ce jour s'inscrit dans le cadre d'une visite de chantier de construction d'un exercice dénommé Flintlock 2014. C'est un exercice multinational qui sera conjointement organisé par les forces armées nigériennes et un partenaire stratégique. Cet exercice verra la participation de plusieurs pays africains, européens et américains. Le cahier de charge des préparatifs de cet exercice prévoit que le Niger, pays hôte, puisse mettre à la disposition de l'ensemble des participants des installations nécessaires dans le cadre du déroulement normal de cet exercice. Le général Seyni Garba s'est rendu sur le site où il a visité de fond en comble le chantier, du poste de commandement au logement officier et sous-officier, en passant par le bloc des toilettes. Rien n'a échappé à la vigilance du général.
Et à tous les niveaux, le chef de mission de contrôle, le lieutenant Izerou Mohamed Lawali, a donné d'amples explications à la mission. Le général Seyni Garba, très optimiste, a également fait quelques suggestions afin d'améliorer le chantier. J'ai trouvé des hommes, des militaires très engagés, animés, de bonne volonté dans le cadre de l'exécution de leur travail. Une bonne que des moyens supplémentaires pour pouvoir faire le travail, et l'État est en train vraiment de faire l'effort nécessaire pour en tout cas renforcer leur capacité. Le taux d'exécution des travaux est de 23% et le site sera fin prêt en décembre selon l'entrepreneur. Notons qu'à l'issue de ces visites, le général Seyni Garba a présidé une réunion avec les responsables régionaux, réunion au cours de laquelle ils ont débattu du défi sécuritaire qui se pose à notre pays. Toujours dans le domaine de la défense nationale, cérémonie de passation de commandement à la 224e compagnie saharienne motorisée d'Agadez. Le commandant du 22e bataillon interarmes, Abdraman Abou Zakata, succède au commandant du bataillon Seyni Sido, et c'est le commandant de la zone de défense numéro 2 qui a présidé la cérémonie. Binta Amadou, Ibrahim Mariko. Le commandant de bataillon Abdraman Abou Zakata est désormais le commandant du 22e bataillon interarmes à la 224e compagnie saharienne motorisée d'Agadez, en remplacement du commandant de bataillon Seyni Sido. La cérémonie de passation de commandement s'est déroulée sous le commandement du commandant de la zone de défense numéro 2, le colonel Nomadari, en remettant le fanion au nouveau commandant du 22e bataillon interarmes. Le colonel Nomadari a prononcé la formule consacrée. Officiers, sous-officiers, militaires de rang du 22e bataillon interarmes, de par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le chef d'escadron Abdraman Zataka, ici présent, et vous lui obéirez à tout ce qu'il vous commandera pour le bien des services, l'exécution du règlement militaire, l'observation des lois et le succès des armes du Niger. Né le 31 octobre 1972 à Niamey, le commandant Abdraman Abou Zataka a fait ses études primaires et secondaires à Niamey et sa formation militaire à l'école de formation des officiers EMIA de Koulikoro au Mali, où il finit chef de peloton. Il a servi dans plusieurs unités, a obtenu plusieurs grades et distinctions. Avant d'être affecté au 22e bataillon interarmes d'Agadez, le commandant de bataillon Abdraman Abou Zataka était commandant du 123e escadron blindé Niamey et Maradi. Cérémonie d'installation officielle hier après-midi de la coordination régionale chargée de la mise en œuvre de l'initiative 3N dans la région de Dosso. Installation faite en présence du haut-commissaire à l'initiative 3N et en présence également des autorités régionales, Fatouma Amadou et Morou Abdou. Cette cérémonie d'installation de la coordination régionale de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, a regroupé, outre la délégation du niveau central, les autorités régionales, cadres techniques régionaux et départementaux de Dosso. Dans son adresse, le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Ali Zataou, a de prime abord souhaité la chaleureuse bienvenue aux membres de la mission conduite par le haut-commissaire à l'initiative 3N, avant de rappeler les multiples efforts déployés par les autorités de la 7e République, à leur tête son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, dans le cadre de l'initiative 3N, dont l'objectif ultime est la lutte contre l'insécurité alimentaire, la pauvreté et surtout promouvoir le développement socio-économique de notre pays. L'ambition du président de la République, chef de l'État, son Excellence Al-Haji Issoufou Mahamadou, à travers le programme de la Renaissance du Niger, et notamment l'initiative 3M, les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui a une composante majeure est de lutter contre la pauvreté en général et l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en particulier. Le gouverneur de la région de Dosso a également fait cas de multiples réalisations faites au niveau de son entité administrative et les perspectives qui s'offrent à la région de Dosso.
Pour sa part, le haut-commissaire à l'initiative 3N, Alaouri Amadou, a pris la parole pour un bref exposé des activités menées depuis 2011 dans notre pays, avant de situer l'objectif même de la mise en place de la coordination régionale, évoquer au passage les programmes prioritaires de l'initiative 3N, puis la mission dévolue à ces coordinations régionales. Les programmes prioritaires sont le programme d'initiative 3N. Nous avons 11 programmes prioritaires. Ce qu'il faut particulièrement retenir, c'est que c'est des programmes qui visent l'accroissement et la diversification des productions, des programmes qui visent l'écoulement, la transformation et la commercialisation des productions, des programmes qui visent à apporter des appuis aux populations les plus vulnérables, celles qui ne sont pas en mesure d'accéder à la nourriture sur les 12 mois. Et c'est des programmes qui adressent les questions de la nutrition, en particulier pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Donc nous allons nous concentrer sur ces questions-là. Et nous avons déjà engagé une dynamique. Le niveau régional doit aussi engager la même dynamique. Et nous allons aussi surtout nous concentrer sur les communes qui sont les portes d'entrée de l'initiative et qui sont les unités de mobilisation des populations pour la mise en œuvre de l'initiative. Le comité technique régional, lui, son rôle, c'est d'appuyer, c'est de constituer des groupes techniques régionaux qui vont justement appuyer le cadre national de concertation. Et tout ça, c'est sous le contrôle du gouverneur. Et enfin, le coordinateur lui-même, lui, il a son rôle, c'est de faciliter l'ensemble de mise en œuvre des mécanismes. Même type de cérémonie organisée à Maradi, celle d'installation du coordonnateur régional chargé de la mise en œuvre à l'initiative 3N et celle du contrôleur financier régional. Et c'est le nouveau gouverneur de la région qui a présidé la dite cérémonie, Ibrahim Hassumisso et Sanoussi Garba. Avant de les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions, le gouverneur de la région, tout comme le conseiller du haut-commissaire à l'initiative 3N, Bawa Ousmane Gao, ont évoqué l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, une initiative pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que pour un développement agricole durable qui tire son essence du programme de la Renaissance du Niger du président de la République, Issouf Mahamadou. C'est une mise en application de la volonté collective du peuple nigérien qui développe les réponses aux principaux défis auxquels le Niger fait face. Le Haut Commissariat à l'initiative 3N, dont la coordination régionale sert de relais, a pour principale mission de coordonner, d'impulser, d'animer, de mobiliser les ressources, de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des programmes. C'est une équipe légère dont le gouverneur a donné le rôle et les attributions, composée d'un coordonnateur à la personne de M. Djillou Issaka, ingénieur agroéconomiste, et d'un assistant. Cette coordination est rattachée au gouvernorat, tout comme le contrôle financier régional confié à Mme Abdurrahman Fatima Zahra, un cadre supérieur du domaine, a dit le gouverneur Amadou Babale lors de son installation. Il s'est dit aussi réjoui de cette avancée significative car le contrôleur financier fait partie des acteurs clés de la chaîne d'exécution des dépenses publiques et l'absence de cet acteur rend incomplet la chaîne régionale. En fait, le contrôleur financier est chargé du contrôle de toutes les opérations d'engagement budgétaire pour l'acquisition de biens, services et des investissements, a précisé le directeur général du contrôle financier, Attaher Alassane. Il assiste ainsi à la réception des commandes et ouvrages réalisés et surveille l'utilisation des crédits budgétaires dédiés à ces fins. Il est aussi un conseiller financier, entre autres. Le gouverneur de la région a émis le vœu que les uns et les autres s'impliquent à leur côté pour une atteinte rapide des objectifs de la renaissance du Niger, cher au président de la République, Issoufou Mahamadou. À l'intérieur du pays, toujours à Tillabéri, s'est tenue hier la cérémonie de lancement de la troisième phase de distribution gratuite de vivres à Koulikwara dans le département de Goté. Abdullah Soumana, Amadou Ibrahim. Distribution gratuite des vivres mise en œuvre par ABC Écologie en partenariat avec le Programme alimentaire mondial concernera pour sa troisième phase les communes de Goté et d'Argol. Elle vise à soutenir les populations vulnérables à faire face à la période de soudure. Aujourd'hui, nous sommes à Koulikwara pour le troisième tour. Ce troisième tour, c'est pour les deux communes qui totalisent 3423 ménages pour une population de 24 239.
La ration par personne pour le céréal est de 14,29, les légumineuses 3 kg, l'huile 0,60, soit un total de 17,89 kg par personne. Pour les deux communes, en ce qui concerne la distribution DGC, ce sera pour une quantité de 433,253 tonnes. En plus de ce programme DGC, il y a le programme nutritionnel qui concerne les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants. Ce programme-là concerne en réalité pour les enfants de 6 à 23 mois 5 530 enfants. Pour les femmes allaitantes et les femmes enceintes, c'est 2168 pour les deux communes. La ration pour ce qui concerne les enfants est de 6 kg par personne, c'est-à-dire par enfant pour le super céréal plus. Pour le super céréal qui concerne les mères allaitantes, c'est 8,33 kg, qui est accompagné de l'huile de 0,75 kg. Pour le programme nutritionnel, la quantité à distribuer sera de 52 540 tonnes. En procédant au lancement de cette opération, le préfet du département de Gautier a d'abord transmis à ses populations les salutations fraternelles des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État Issouf Mahamadou. Pour Mohamed Issa Ibrahim, ces distributions viendront soutenir les efforts déployés par l'État et permettront d'améliorer l'état nutritionnel des familles concernées. Tout en réitérant ses sincères remerciements au Programme alimentaire mondial et à ABC Écologie, il a exhorté les populations à faire un bon usage de ce don et des récoltes de la campagne agricole qui s'achève, mais aussi à s'approprier l'initiative 3.1 Les Nigériens nourrissent les Nigériens en s'engageant déjà dans les préparatifs des cultures de contre-saison. Intervenant pour sa part, le maire de la commune rurale de Gautier a exprimé ses sincères remerciements au gouvernement de la 7e République et aux partenaires du Niger pour tous les efforts déployés dans la recherche de l'amélioration des conditions de vie des populations. Zouzouyan doit exhorter les populations à multiplier les prières pour que le Tout-Puissant, le Miséricordieux, assiste le Niger, ses dirigeants et son peuple et que nos cultures bouclent normalement leur cycle. L'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes organise demain, samedi 28 septembre 2013, à Niamey, une journée de sensibilisation sur la traite des personnes au Niger. Cette journée s'inscrit dans le cadre d'un vaste processus visant à asseoir le cadre juridique de lutte contre la traite des personnes dans notre pays. Et dans ce cadre, l'État a fourni beaucoup d'efforts selon la directrice générale de l'Agence nationale qui intervient dans ce domaine, Madame Gozé Memouna. L'État a fait des efforts. L'État a fait des efforts parce que l'État a regroupé les différentes formes de traite dans une ordonnance pour clarifier. C'est qu'il y a eu 2 décrets d'application de l'ordonnance qui ont prévu la création d'une commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes et une agence nationale de lutte contre la traite des personnes. Aujourd'hui, pourquoi on estime que l'État a fait des efforts? Parce qu'à travers la commission et l'agence que l'État a mise en place, c'est que là, il y a une coordination de l'ensemble des efforts, une coordination pour avoir une visibilité et une même lecture de ce que les 4 formes les plus courantes de la traite. Pour synthétiser un peu de ce que le président a dit, c'est qu'en réalité, la traite, souvent les gens, chacun interprète la traite du point de vue qui l'arrange. Donc, un qui pense que la traite, c'est l'esclavage. D'autres voient la mendicité des enfants talibés, certains voient la prostitution. Alors que la traite, en fait, c'est toute forme d'exploitation qui retire à l'individu ses droits fondamentaux, tels que proclamés par la Constitution. Donc, il y a 4 formes traditionnelles qu'on rencontre le plus souvent lorsque vous allez à l'encontre des organisations de la société civile, des ONG, des citoyens. D'abord, le problème que nous pose la mendicité. Non pas, on ne lutte pas contre ce que font les marabouts. Nous avons d'excellents marabouts, mais plutôt les quelques marabouts qui font mal, qui exploitent mal quelques enfants parce que les parents sont ignorants, parce que souvent la société reste silencieuse et ne veut pas dénoncer certains aspects de la mendicité. On ne s'adresse pas à tout le monde. Dans tous les quartiers, il y a des bonnes qui sont exploitées. Des parents qui laissent partir des enfants à l'aventure sans connaître les conséquences. Donc là, c'est le côté, par rapport à la prostitution, toutes les régions du Niger en réalité sont touchées. C'est des petites filles qui, avec des promesses fermes faites aux parents, d'aller les amener pour les éduquer. Soit pour les faire travailler, mais pas les pires formes de travail. Quand on les amène, on le met dans des circuits de prostitution.
Je ne pense pas qu'il y ait un parent au monde qui va, de manière, qui va consentir à ce que son enfant soit exploité sexuellement à un certain âge. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de la tromperie. Et quand les choses se présentent de cette sorte, même s'il y a des associations qui luttent, en fait, le rôle régulateur revient à l'État. L'État a prévu toutes les mesures d'accompagnement pour accompagner ces victimes dans leur réinsertion socio-professionnelle et socio-psychologique. Madame Gogé Memouna, donc, qui était l'invitée de Moussa Yahya. Ouverture ce matin à Niamey des travaux du deuxième congrès statutaire de l'Union générale des travailleurs du Niger, UGTN, faire le bilan du mandat écoulé et dégager les perspectives pour une amélioration des conditions de vie et de travail des militants était à l'ordre du jour. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Sekinat Abdou Hamidou Abdoulaye. Les élections professionnelles au Niger, enjeux et perspectives est le thème de ce deuxième congrès statutaire organisé par l'Union générale des travailleurs du Niger, UGTN. Ce congrès est une occasion pour les congressistes de débattre de ce thème qui est d'actualité afin d'adopter des propositions et des solutions pertinentes. Le thème de ce congrès, à savoir les élections professionnelles au Niger, enjeux et perspectives, tombe à point nommé car les parties prenantes du monde du travail ne cessent de relancer les pouvoirs publics pour la tenue sans délai d'élections professionnelles conformément aux dispositions du Code du travail de notre pays et des conventions et recommandations de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Les travailleurs de notre pays en général et ceux militant au sein de l'UGTN en particulier doivent être suffisamment sensibilisés et outillés pour mieux contribuer au processus d'organisation des élections professionnelles. L'objectif, selon le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale est de créer les conditions d'instauration de relations professionnelles pérennes et stables. C'est pourquoi il les a rassurés de toute la disponibilité du gouvernement à les accompagner dans ce combat. En effet, la multiplicité des organisations syndicales à l'échelle des syndicats sectoriels comme à l'échelle des groupements des syndicats pose les problèmes de leur capacité à agir efficacement comme interlocuteurs représentatifs dans des situations de concertation, de négociation ou d'autres types d'actions de grande envergure. Je puis vous assurer que les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, et l'ensemble du gouvernement accordent un intérêt tout particulier à l'organisation de ces élections. C'est pourquoi mon département ministériel et le comité chargé de l'élaboration du cadre juridique des 10 élections et bientôt l'installation de la Commission nationale des élections professionnelles, au sein duquel sont représentées toutes les centrales syndicales, sont à pied d'œuvre en vue de boucler ce processus dans les meilleurs délais. Ce deuxième congrès statutaire permettra aux participants de faire le bilan de mise en œuvre des orientations et directives antérieures, de fixer des nouvelles orientations, mais aussi de renouveler les organes dirigeants. Donc l'info continue sur Télé Sahel avec les journaux animés en langue nationale et juste après vous suivrez un débat sur la traite des personnes au Niger avec comme invité du journaliste Moussa Yahya, Madame Gogé Memouna, directrice générale de l'Agence nationale de la lutte contre la traite des personnes. Et surtout, merci de votre fidélité.